Bien, on va reprendre la fin de la séance. Donc on va commencer donc, par Anna Tchaikovska. Anna Tchaikovska, donc, qui est docteur, qui a passé son doctorat en philosophie de la culture et linguistique, avec un intérêt principal pour les théories de l'art visuel et de la musique et la philosophie politique. Auteur et traducteur de nombreux articles et co-auteur de livres consacrés au croisement de l'art et de la culture. C'est bien ça. Sur visage plutôt là, et sur le visage, également. Donc effectivement, elle a sorti récemment un livre intitulé Post-Charts. Oui, après visage. Après visage, voilà, Post-Face, sur l'identité humaine, dont la culture contemporaine, et qui est sur le point d'être publié, non, qui a été publié, voilà. Oui, heureusement ça a été publié. Et dans son livre, apparemment, elle aime rencontrer ses amis, lire et cuisiner de la nourriture asiatique. Ça vient d'où cette information? Ok. Bon, vraiment, il faut gérer son identité. Ok, merci à tout le monde pour ces colloques. Tout d'abord à Vincent, parce que c'était une initiative vraiment superbe, mais aussi pour vous tous, pour ceux qui ont présenté et ceux qui ont venu. Je vais donner liberté aux images. Je veux pas... ce sont les images qui vont défiler. Et je voudrais bien que c'est vous qui pensez quels sont les liens entre ce que j'ai dit et ces images-là. Je ne veux pas les traiter comme illustration. Mais je pense que vous allez voir dans le choix que j'ai tendance de montrer des images qui ont des résonances entre des différentes périodes, juste pour montrer des analogies aussi bien que les différences. Mais là, je pense qu'ils ne veulent pas défiler les images, ou bien ça prend si longtemps. Parce que je veux vraiment qu'ils soient libres et ils ne veulent pas être libres. Tu penses que ça marche? Je ne sais pas. Alors, tac, on va refaire. À partir de là, normalement, elle devrait être libre. Alors, le titre, c'est Vers le visage féminin-masculin. Vous allez voir que ça a devenu une sorte de métaphore pour cette présentation. Alors, dans la question du portrait, premièrement pris en général, il y a 3 problèmes qui se croisent et qui font que c'est super difficile d'en parler. Alors, celui de l'image, celui du médium, celui du visage comme construction culturelle. Parce qu'on ne parle pas seulement du visage comme la peau ou l'image, on parle des tas de choses qui font une construction culturelle. Alors, déjà, le premier problème, c'est quelque chose de super grand parce que là, on a la question du pouvoir de l'image et ça nous pose des questions comme pourquoi et comment les images nous influencent-ils? Quel est le rapport avec le discours et la pensée? Qu'est-ce qu'il y a de l'universel et de spécifique dans le fonctionnement des images dans de différentes cultures, types de l'art, dans différents médias et chez les différents individus? Déjà, ça fait une vie pour répondre à ces questions. Mais deuxièmement, on confronte aussi le problème des différences entre les médias, leur changeabilité dans le temps. Alors, Hans Belting, pour vraiment aussi le mentionner, moi aussi, il croit que les images, il le dit, sont les nomades des médias. Alors, selon lui, ce sont les images qui possèdent de certaines caractéristiques, leur propre nature, comme sorte d'essence. Alors, ils sont capables de changer de médias. Selon lui, oui, alors ils doivent posséder ces certaines caractéristiques. Ce qui suit de cette constatation, c'est que l'essentiel de l'image, comme produit de la culture, ne change pas avec le médium. Cependant, on le sait bien que Clément Greenberg pensait le contraire. Alors, que chaque médium a sa spécificité. Alors, médium et non pas l'image.
que c'est le médium qui possède sa propre nature, qui est unique et qui alors détermine la nature de l'œuvre, de la représentation. À présent, c'est Marshall Soule, théoricien de médias, qui postule la spécificité du médium. Alors, il continue le travail de Clement Greenberg, mais il s'appuie sur médiums tels que l'Internet. Et alors, il y a plusieurs artistes, parmi eux, par exemple, Mariusz Filipowicz, jeune artiste polonais de Beaux-Arts, d'où je viens maintenant, qui fait référence à Internet Art, avec sa complicité du texte et de l'image dans les réseaux sociaux comme Facebook. Il utilise une forme pareille que Facebook, l'image et puis les feedbacks de spectateurs participants. Alors, le texte dans son série qui s'appelle Profilowe, alors profil d'une personne, entre sur les images et montre que le deux constitue une masque contemporaine numérique qu'on emploie pour charmer les autres. Et Hans Belting, lui aussi, encore une fois, entend dans cette tendance l'écho de la vieille tendance de l'humanité pour mascarade. C'est pour aussi évoquer des analogies qui sont assez vieilles quand même. On n'est pas à devenir choqué par la nouveauté pour ne pas voir les analogies. Il part alors d'une mascarade dans l'Internet en pensant aux réseaux sociaux où les participants à la fois cachent et construisent leurs identités comme si c'était un bal masqué. Filipowicz utilise aussi le scanner qui coupe des visages et qui fait que le parti de visages appartenant à différentes personnes se mélange et s'entremêle. Ces stratégies suggèrent l'interférence de la technologie dans la façon dont on perçoit l'identité et l'individualité de la personne. On en a parlé beaucoup, vraiment beaucoup. Et là, c'est sûr que si on parle de cette interférence technologique, surtout de la reproduction, on pense à Walter Benjamin qui a déjà anticipé en parlant de l'œuvre d'art à l'ère de reproduction technologique, de contraintes que ça va impliquer. Et cette œuvre d'art, c'est bien sûr aussi les visages, la peau du visage, parce que la question de l'original les concerne. Visage peut être traité comme proto-image. Il est reproduit de différentes manières et sur les différents médias. L'interférence technologique est nettement liée à la reproducibilité de l'image du corps, en niant sa prétention à être unique et à la facticité de l'identité. Et alors, est-ce que l'identité ne reste qu'une faible construction de nos efforts visuels et discursifs? C'est ça la grande question qu'il faut en sortir. La spécificité du médium signifie qu'il y a des changements essentiels dans des genres artistiques avec l'avènement de l'art numérique. Mais est-ce que cette spécificité détermine la matérialité de l'œuvre d'art et les limites de la liberté envers le vieux principe de mimésis de manière complète? Bien sûr que plusieurs techniques sont possibles et plusieurs stratégies, mais la question de spécificité de l'art numérique se révèle surtout spectaculaire dans le portrait numérique, là où ça concerne la question de l'identité. Et c'est ici vraiment que je commence de parler concernant notre sujet. Mais je voulais éclairer ces problèmes d'intersection de trois médiums, l'image et un visage. Alors la tâche qu'il fallait se donner est double. Voir les continuités dans la construction culturelle du visage, mais aussi observer la particularité du visage numérique, alors de l'image du visage numérique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sans se tromper par les apparences? L'art numérique permet de construire les êtres qui n'ont jamais existé. Alors on a commencé avec ces portraits. Elle les fait de manière extrêmement plausible. Mais cela fait que nous voyons encore plus clairement avec les portraits numériques, encore plus clairement qu'avec toute l'histoire des antiportraits, parce que tous les visages à contraint de le début du XXe siècle, alors l'avant-garde et tout ce qui se passe avec les visages, Buchler, il nomme ça antiportrait, que notre perception peut nous tromper. Que alors l'individualité se présente encore une fois comme fictif et possible à fabriquer. Mais ça, c'était déjà possible, comme j'ai déjà dit, avec la peinture. Et
parce que déjà à ce moment-là, le portrait, le genre du portrait est bien devenu métathématique, autothématique, en mettant en question sa propre raison d'être et pas forcément l'individu, visage, le statut social et tout ça. Ce n'est plus alors l'identité qui fait l'objet du portrait, mais plutôt la représentabilité. Et je pense que c'est la même question pour nous, pour les portraits numériques encore. Et alors la question du médium est abordée par le médium lui-même. En quoi alors consiste la spécificité de la matérialité du portrait numérique? Est-ce que sa liberté, c'est la liberté complète envers les référents, la manque de l'obligation de représenter un être réel? Ben, ça, c'est une possibilité quand on a vu avec Cottingham, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. On peut se libérer de ça aussi. Et c'est aussi intéressant ces rapports avec les médiums dans ce que l'échec vient de présenter, parce qu'il a dit qu'il n'était pas sûr si c'est ironique ou c'est pas ironique. Parfois, on ne sait pas. On espère que c'est ironique et parfois, oups, non, c'est pas ironique. Il y a aussi Christina Kranfeld, elle va venir, j'espère, bientôt. Et là, elle se moque aussi de stéréotypes, mais elle les fait en utilisant les médiums d'une certaine façon. Et son œuvre s'appelle Ownership of the Face. Elle fait des masques pour les... Ça va. Elle fait... Parce que vraiment, c'est... Elle fait des masques pour les hôtesses de l'air avec les yeux élargis qui sont toujours un symbole de la beauté. Voilà. Alors, avec Keith Cottingham, c'est bien illustré dans Fictitious Portraits, qu'il a produit des hybrides en utilisant les collages des visages, en employant des traits des visages qui n'appartiennent pas à une seule personne, qui sont fictifs. Et quand même, ça semble très, très plausible. Mais alors, dans la différenciation, vieux différenciation qui est bien aimée par Hans Belting, parce qu'il est toujours entre masque et visage, que ce n'est plus le visage qui est le premier, il devient secondaire, celui qui doit mimiquer le masque, le suivre vers l'idéal. C'est un renversement de la tendance, ce n'est plus l'image qui suit le visage, mais plutôt le visage qui suit les images du visage. C'est là aussi visible dans la chirurgie esthétique qu'on a déjà mentionné aujourd'hui. Alors cette pratique aujourd'hui constitue souvent un effort de ressembler à une image retouchée. Et là, on passe au troisième problème parmi les trois que j'ai énumérés, alors celui du visage. Et là, on confronte encore une fois plein de problèmes dedans, parce que le problème du visage, c'est le problème de l'écart, on en a parlé, c'était HC, oui, pas trop formel là. Des dichotomies, des dualités, mais aussi de la dialectique, de la tension, sans laquelle nous ne pouvons pas aborder les visages comme construction culturelle. Alors, les visages nous échappent si on reste dans des alternatives. Par exemple, alternatives de masques et de vrais visages. On avait cette tendance ici aussi, je pense, de parler que mais non, mais quand même, c'est faux, c'est un masque. Mais là, il faut garder la tension entre les deux parce que, pourquoi pas, c'est en milieu, c'est entre. Et alors, ancien paradigme du visage, alors paradigme lié au portrait, disons, classique, repose sur la constellation des notions comme l'identité, l'individualité et la totalité. Ce sont des notions qui ont été mises en question dans la modernité et dans la postmodernité. Avec ces notions, et surtout le fait qu'ils ont été mis en question, c'est aussi la vision du visage qui a été perturbée. La question de ces colloques dont on participe est alors implicitement celle-ci. Quel est le nouveau paradigme du visage ? Je pense que c'est ça, c'est qu'on veut savoir. Pour le dire autrement, quelle est la constellation des notions qui forment cette construction culturelle qui est visage? Parce que ça ne suffit pas d'avoir seulement des images, je pense, parce que là, on ne peut pas vraiment toucher à quelque chose. Nous essayons de voir cela à travers les images numériques qui sont les signum temporis de notre époque. Mais est-ce qu'on peut déjà répondre? Peut-être ce sont le simple contraire des notions de l'ancien paradigme. Alors nous avons parlé ici
des désidentifications au lieu de l'identité qui formait partie de l'ancien paradigme du visage. On a parlé du visage fragmenté au lieu de la totalité. Et puis, quel est le contraire de l'identité? Ça serait peut-être l'uniformité. Et Itzhak Goldberg, il a fini sa présentation avec l'image d'un foule avec les visages uniformes. Donc, on avait aussi cela. Alors, le contraire symétrique du paradigme ancien, est-ce que cela serait le post-visage? Ou est-ce que cela va au-delà de simples contraires? Et si c'est le cas, comment? On a parlé ici aussi de Lévinas, alors je pense peut-être cet horizon éthique s'ouvre aussi. Quoi que ce soit, ces trois problèmes, celui de l'image, du médium et du visage, en devenant entrecroisés, rendent les problèmes du portrait très épais. Souvent, nous ne faisons pas de distinction entre les trois, l'image, le médium et le visage. En voyant l'image du visage, nous parlons du visage. La question de la représentation et du médium s'effondre. En même temps, nous nous intéressons aujourd'hui surtout aux images. Peut-être c'est bien normal ici, mais quand même, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, c'est une constellation beaucoup plus large et c'est pour cela que j'utilise cette notion de construction culturelle du visage pour ne pas oublier que c'est aussi discursif, que c'est aussi symbolique et pas seulement visuel, c'est pas seulement une image. Et alors, on pense aux images de visages qui se reproduisent à l'infini dans les miroirs des outils technologiques, la photographie, le phénomène des selfies, les possibilités du morphing, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Néanmoins, cette construction ne se limite pas, comme je dis, seulement au visible. Même à notre époque de l'image numérique, ou plutôt surtout à notre époque numérique, les contenus discursifs écrits, les commentaires que nous ajoutons aux images, les réactions aux selfies, feedback présent à côté d'une photo sur Facebook par exemple, font en effet partie intégrale de cette mutation nouvelle du portrait et par le même nous montrent que le visage est une construction du discours et de l'image. Qu'en effet nous performons nos visages, ce qui dépasse le visible et qu'il y a toute la construction discursive, philosophique du visage qui le constitue. Ce qui a été donc oublié, c'est le caractère et la source symbolique du visage, qui est double. Les symboles réunissent les opposés, les visibles et l'invisible, les discursifs et les visuels. Comme une telle figure, il pourrait nous servir à interpréter, saisir et comprendre ces phénomènes et cette construction qui nous englobe par sa nature oxymorique. On ne peut pas englober quelque chose qui est oxymorique si on oublie la double nature. Oui. Et alors notre approche, qui, s'il est désymbolisé, simplifié, est à chaque fois obsédée par un seul côté de la pièce, on ne va pas arriver. Et alors je voudrais vous rappeler une fable de Platon. Alors je vous invite à voir le portrait numérique de la perspective de Platon, qui fait une sorte d'ouverture de transpersonnel. Oui, il est très progressif Platon, même si on pense qu'il n'est pas. Alors le symbole du visage nous est déjà connu des écrits de Platon. Il incarne parfaitement l'idée de symbolon. C'était une pièce de monnaie. Alors c'était une pièce de monnaie, mais elle était coupée en deux. Et non, je peux pas le... Je vous dis après, parce que sinon je ne vais pas réussir à dire tout. Je vais vous raconter comment c'est avec la monnaie, mais là... pas maintenant. Alors, une unité composée de deux. En effet, les humains avaient deux visages, l'un de l'homme et l'autre de la femme. C'est Genesis de Platon. Et chacun regardait dans des directions opposées. Néanmoins, ils se sentaient si complets qu'ils oubliaient d'être humbles. Le Dieu les a punis en coupant leur corps en deux et par les mêmes en les laissant seulement un visage plus capable de regarder en deux sens à la fois. Voilà,
c'est cette situation qui nous a emmenés où on a aujourd'hui. Mais alors, pour continuer avec Platon, peut-être que le seul sauvetage possible à restaurer ces symboles c'est l'anamnèse culturelle. Alors, de se rappeler les racines, c'est-à-dire l'effet de se souvenir les racines du visage. Est-ce que morphing nous les rappelle? Est-ce que c'est une possibilité de se rappeler cette double nature? Est-ce qu'on est en train de le faire? L'idée de la différence entre visage féminin et le visage masculin a été mise en doute plusieurs fois à notre époque. Ingmar Bergman, qui a été évoqué pendant ces colloques aussi, semble être conscient de la légende de Platon quand il superpose des images de femmes dans Persona et les laisse fondre. Chez Bergman, cependant, cela concerne l'amour et l'identité, et donc le problème du même, alors que dans l'art féministe, les visages et les sexes sont déconstruits comme épicentre de la différence parce qu'ils participent aux divisions du pouvoir. Les artistes féministes montrent souvent qu'on vit les visages comme un piège. Existe-t-il un visage féminin? Est-ce une construction culturelle produite par des images qui s'impriment sur la peau? Est-ce qu'il nous faut une autre... Est-ce que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est une autre histoire physionomique ou est-ce qu'on est en train de se libérer? C'est aussi une question importante à aborder. En tout cas, les visages féminins est le lieu où apparaissent toutes les métamorphoses de l'identité. Il est une aventure avec les visibles du visage, des pratiques anciennes de masques et de maquillage jusqu'à l'usage du Photoshop, les morphings et les interventions de chirurgie esthétique. La recherche de soi dans la peau de la femme a laissé des images fort intéressantes pour analyser l'identité et la politique de la différence visuelle dans les temps contemporains. Mais on la découvre aussi, non seulement avec Platon ou bien Lévinas, on la découvre aussi avec de nombreux artistes modernes et contemporains. Gertrude Arndt, jamais évoquée, je ne sais pas pourquoi, mais il faut vérifier. Elle fait la même chose que Cindy Sherman, mais il y a longtemps, bien avant. Puis Ingmar Bergman, Cindy Sherman, Aneta Grzeszykowska. Je n'ai pas d'image, mais elle est bien intéressante. Elle fait sa série de selfies avec peau de porc, voilà. Milia Laurila, Christina Kranfeld et beaucoup d'autres. Il existe une fissure dans la conception et la pratique du visage dans l'art et dans la philosophie qui ne doivent pas passer inaperçues aujourd'hui. Fissure qui devrait nous obliger à penser au-delà, même si à partir de la visibilité du visage, sa couleur, ses formes, ses proportions, son sexe. Nous avons vu que l'idée du visage comme information sur provenance, intention ou but du porteur nous a conduits dans les endroits les plus sombres de l'humanité. Je parle bien sûr de la physiognomie. Pensons à la langue, voilà, histoire de ce que j'ai déjà dit. Mais en fait, la physiognomie continue d'influencer la façon dont on pense aujourd'hui. Et là, on a vu aussi avec les présentations qui ont été faites, il s'agit bien sûr de la reconnaissance des visages par les outils techniques. Alors, cette pseudo-science est en effet inscrite dans notre perception. Alors, ce n'est pas seulement les machines, ce n'est pas seulement les écrits, ce sont nous-mêmes qui sont la source de ces problèmes. Et c'est ça, c'est ça la découverte de Deleuze, en fait, parce que c'est lui qui parle de cette machine qui dichotomise, ça passe pas. Alors, si c'est déjà inscrit dans notre perception, ça constitue un réflexe à combattre ou à négocier. C'est-à-dire il fallait garder l'ouverture de l'autre monde qui s'effectue dans l'observation du visage. Alors, je suis contre prosopagnosie complète, oublier le visage, c'est quelque chose de mauvais. C'est une ouverture, c'est sûr. C'est ce que dit Emmanuel Lévinas, mais aussi Gilles Deleuze dans son autre livre. C'est pas dans Mille feuilles, Mille plateaux, mais c'est dans... non, pardon, c'est à cause du dessert. Qu'est-ce que la philosophie? Il y a cet ouvrage, Qu'est-ce que la philosophie? Non. Combien? 5 minutes. Oh, mais non.
tout à fait possible. Non, parce que j'ai contrainte. Ok, d'accord. C'est pas ma première langue. Ok. Alors, il parle dans Qu'est-ce que la philosophie? Oui, j'ai fini en polonais. Qu'est-ce que la philosophie? Il parle du visage comme la possibilité de l'autre monde. Voilà. Alors, il faut... Qu'est-ce que je vous dis? Alors oui, gardons les opposés. Ah non, attendez, c'est trop... Ouf. Oui. Voilà. Alors, je pense que si on pense à Lévinas et Deleuze, c'est ce qu'ils font. Ce sont les opposés qu'ils représentent. Et alors, peut-être le travail à faire, c'est de trouver des liaisons, des ponts entre ces deux visions symétriques, opposées, l'un vers l'autre. Et voilà. Mais en même temps, il ne faut pas... Dans notre réflexion sur portrait numérique, je pense qu'il ne faut pas oublier les échos du passé. Par exemple, si nous pensons aux images préhistoriques, ce sont déjà les Égyptiens qui ont tenté de pétrifier, fixer les images du visage et de la tête pour préserver le corps. On sait bien avec André Bazin qui nous a montré qu'il y a le lien entre ces pratiques-là, le cinéma, et on le voit aussi dans les portraits classiques. Non plus dans l'anti-portrait, parce que c'est un effort de se distancer. Mais quand même, si on pense qu'on a dépassé ces certains stades, je ne sais pas si on ne se trompe pas, parce que, comme l'a dit David Friedberg dans Le pouvoir des images, il est aussi difficile pour un contemporain de percer avec un aigu une photo d'une personne qu'on aime que pour personne d'un tribu qu'on nommait primitif. Voilà, on a du mal aussi maintenant. Et Menachem Kadishman, un autre exemple de ces tabous du visage qu'on vit, même si on a fait des efforts de transgresser cela. Menachem Kadishman, artiste israélien, a fait référence à ce phénomène par son œuvre symbolique dans le bâtiment du musée juif à Berlin, construit par Daniel Libeskind. Alors, les visiteurs sont forcés à marcher sur les visages en métal qui sont là sur le sol, voilà. Et il y avait vraiment beaucoup de visiteurs qui ne voulaient pas passer par ces couloirs. Alors Libeskind a été forcé de construire un autre couloir pour que les gens puissent continuer la visite. Alors, qu'est-ce que le portrait numérique? Est-ce que c'est toujours une masque à pouvoir magique pour nous, les post-post, qui pensent savoir se déraciner du passé et de la magie des images? Il y a certains qui nous rappellent que cette magie exerce toujours son pouvoir. Alors, Mitchell, Didi Huberman, Gottfried Behm, Hans Belting, bien sûr, ils nous rappellent ça, et que ce pouvoir des images n'est pas du tout rationnel et qu'elle reste toujours magique et sacrée. Ce qui suit, il est peu importe si nous laissons l'espace vide, la pomme ou le chapeau là où on attend les visages, parce que comme l'a dit Michael Taussig dans Defacement, l'absence de la chose sacrée ou l'espace vide est aussi fort ou bien plus fort que l'objet sacré lui-même. Ce sont aussi Giorgio Agamben et Leszek Kołakowski, le premier dans son essai intitulé Profanation et l'autre dans son fable Beau visage, qui nous montre que la désacralisation et profanation de l'objet sacré, parce que le visage finalement l'est pour nous, dans notre culture comme construction culturelle, est aussi un moyen de renouveler ses significations symboliques et moyen de ne pas tomber dans la stagnation, dans l'allégorie qui est juste une sorte de stagnation. Mais est-ce qu'on a réussi à renouveler cette construction du visage avec la stratégie de le début du XXe siècle et tout ce qu'on a fait depuis? Est-ce qu'on le renouvelle maintenant? C'est ça la question à poser. Et je vous remercie et je suis désolée que j'ai oublié les mots et tout ça.
Merci Alain pour cette communication très riche. Et effectivement, je crois que ce... Oups. Plus de café. Va donner lieu à des questions, mais peut-être avant les questions, si je peux commencer personnellement. Et, j'avais la question effectivement de l'androgyne dans le banquet de Platon, effectivement, qui ce double-là, qui est, mais qui n'est pas simplement les opposés, parce qu'il y a les androgynes, effectivement, homme-homme, femme-femme. Donc, est-ce qu'on est dans l'opposition là? Si oui, comment? Est-ce que la vocation, si j'ai bien compris, finalement, parce est-ce qu'il y a masculin-féminin, féminin-féminin, masculin-masculin, est-ce que c'est la vocation, finalement, de ce post-visage, après-visage, de renouer, finalement, avec ses opposés? Je ne sais pas si j'ai bien saisi cette chose-là. Est-ce que c'est vraiment une vocation de rééquilibrer les choses, alors que le principe de tension, finalement, même chez Platon, c'est effectivement cette... aimantation par même, mais également par opposé, c'est-à-dire retrouver sa propre moitié qui peut être la même, finalement. Voilà. Est-ce que c'est cette vocation-là? Oui, en fait, il y a toujours des opposés et de côtés extrêmes, c'est juste, il s'agit comment on va les traiter, quelle est notre approche, est-ce que c'est une approche de quelqu'un qui va choisir entre les alternatives, ou est-ce qu'on va rester dans cette tension en sachant que c'est pas soit ça, le visage c'est pas c'est une masque, ou bien non, c'est le vrai visage, on peut tout dire en regardant. Il faut garder le moment entre les deux, tension entre les opposés. Alors, c'est juste ça. D'autres questions? Oui, ça m'a donné à penser notamment à la question d'identité que tu as située au centre, enfin pas donné le titre de ta conférence. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de deux types d'identité? L'identité, je dirais, en soi, parce que moi je donne à voir, je suis déguisé aujourd'hui en colloque, demain je me déguise en pépère et chef, je donne à voir quelque chose. Voilà, hein. Et puis l'identité, qu'on essaye de nous inscrire, l'eugénisme, c'est une volonté d'inscrire dans le corps des individus leur appartenance sociale. Je suis criminel, je suis ouvrier. Et là, il y a les côtés stéréotypes qui circulent. Et comment ces deux identités s'articulent, hein. Pourquoi moi, je m'habille grunge en allant au colloque, et finalement en utilisant un stéréotype qui fonctionne déjà. Et donc, l'identité de soi, c'est l'identité au singulier. C'est la singularité qui cherche à s'exhiber. Et l'identité de l'extérieur, c'est la reproductibilité que tu as évoquée. Et du coup, prosopagogie et Lévinas, c'est de deux côtés. Non, Deleuze est prosopagogie. Non, mais, Deleuze. Oui, mais lui, il était... Tu as rapproché Lévinas pour bien rencontrer l'autrui. Il faut ne plus voir les visages. Ah oui, tu parles de ça. Ouais. Non, mais lui, il était obsédé par le visage. C'est juste qu'il a inventé sa façon de penser les visages. Alors c'était l'idéal, c'était pas du tout visible, mais là je pense qu'il a exagéré quand même, parce que c'est à partir de cette ouverture qui est dans les sensibles qu'on est capable à être empathique, je pense. Alors c'est pour cela que je trouve que ce sont des extrêmes, des alternatives qui sont trop éloignées. Ok, merci. J'ai une autre petite question. Simplement, je me posais vraiment la question, nouveau paradigme du visage, est-ce qu'il y a un nouveau paradigme, est-ce qu'il y a différents paradigmes, parce que la diversité technologique, c'est comme la diversité de l'approche photographique du portrait, et la question du pose-visage, parce que je m'interrogeais sur Lev Manoich, effectivement, qui cherche, pour comprendre les médias, les caractéristiques du numérique, effectivement, des nouveaux médias, et il voit effectivement que cela s'inscrit déjà donc dans l'homme à la caméra, finalement, tout ça il est présent dans certains aspects. Donc voilà, quel est ce nouveau paradigme,
et de ce pose-visage. Voilà, ok. Voilà. Alors, pour la question concernant s'il n'y a pas plusieurs paradigmes, là, je ne suis pas la plupart du temps d'accord avec Ockham qu'il faut réduire, mais ici je suis d'accord que si on peut réduire paradigme, il faut peut-être le faire au lieu de multiplier à l'infini. Oui, quelque chose a changé un peu, alors on appelle ça un nouveau paradigme. Alors, je pense qu'on ressent tous, parce qu'on a fait référence à ça, une grande différence entre ce qui s'est passé avant le tournant de 19e et 20e siècle. Je ne sais pas si on pense que ça continue dans la même tendance ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, parce qu'en fait on n'a pas adressé ça ici, je pense. Mais en tout cas, ce qu'on ressent, c'est sûr, c'est cet renversement de tendance 19e, 20e siècle. Et alors, je pense que c'est important de se concentrer là. Et puis, pour te dire quels sont ces paradigmes et tout, je pense que j'ai écrit mon livre sur ça. Alors, peut-être faut traduire. Okay. Merci beaucoup. Merci.